Il n'a fallu que 7 petites minutes, mais quelles minutes pour plonger la France et le Royaume-Uni dans leur pire affrontement diplomatique depuis Suez 1956. Un séisme politique qui fit vaciller les fondations même de l'unité occidentale. Tout juste sorti de son discours enflammé, Starmer s'était appliqué à vanter l'importance capitale du pacte trilatéral liant Londres, Washington et Canberra. Avec un calme presque provoquant, il balayait d'un revers de main ce qu'il qualifiait de réaction française, certes compréhensible mais outrageusement dramatisée. À ses yeux, une émotion déplacée pour ce que Paris considérait comme un coup bas historique de ses alliés. Il regardait Sébastien Lecornu avec cette assurance britannique traditionnelle et ce flegme diplomatique qui avait fait la réputation de Whitehall, convaincu d'avoir présenté une justification imparable de la politique étrangère britannique post-Brexit. Dans la salle de conférence climatisée du sommet du groupe des 7 à Hiroshima, l'atmosphère était lourde de cette tension particulière qui précède les grandes ruptures diplomatiques. Cette fois, ce n'était pas un simple désaccord technique sur le commerce ou l'immigration, c'était une confrontation frontale entre deux visions de l'Alliance occidentale. D'un côté, la conception anglo-saxonne incarnée par Starmer privilégiant les liens historiques et linguistiques entre Londres, Washington et Canberra au détriment des partenaires européens. De l'autre, la vision française portée par Lecornu exigeant le respect des engagements pris et la loyauté entre alliés traditionnels. Mais quelque chose dans l'attitude de Lecornu aurait dû alerter le Premier ministre britannique, une froideur glaciale, une tension contenue qui contrastait avec la diplomatie habituelle des relations franco-britanniques. Car derrière cette justification apparemment technique de l'AUKUS se cachait une réalité que Starmer refusait d'admettre. La France n'avait pas seulement perdu un contrat. Elle avait découvert que ses plus anciens alliés étaient capables de la trahir dans son dos pour leurs propres intérêts géopolitiques. Ce qui allait se passer ensuite choquerait le monde occidental, diviserait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et marquerait peut-être le début de la fin de l'alliance spéciale entre Londres et Paris. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer cette assemblée des dirigeants des 7 plus grandes puissances mondiales, il faut remonter au jour où la France découvrit dans les médias internationaux que ses plus proches alliés venaient de lui planter un poignard dans le dos avec une précision chirurgicale. Ce jour-là, Naval Group, le fleuron de l'industrie navale française, travaillait sereinement sur le contrat du siècle, la livraison de 12 sous-marins conventionnels à l'Australie pour un montant de 35 milliards d'euros. Un projet titanesque qui devait faire travailler les chantiers navals français pendant 30 ans, employait 4000 ingénieurs et techniciens et positionnait la France comme un acteur majeur de la défense dans la zone Indo-Pacifique face à la montée de la puissance chinoise. À 20h45 de Paris, Florence Parly, alors ministre française des Armées, recevait un appel glacial du ministre australien de la Défense. L'Australie annulait unilatéralement le contrat français pour signer un accord secret avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Non seulement l'Australie renonçait aux sous-marins français, mais elle allait acquérir une technologie nucléaire ultra-secrète que Washington ne partageait qu'avec Londres depuis. Madame la ministre, avait déclaré son homologue australien avec un embarras palpable, nous avons pris la décision de nous orienter vers une solution technologique différente. Cette décision n'a rien de personnel contre la France. Rien de personnel, c'est 35 milliards d'euros et 10 ans de coopération balayés d'un revers de main au profit d'une alliance secrète négociée depuis des mois dans le plus grand secret entre Washington, Londres et Canberra. La réaction française fut immédiate et historique. Pour la première fois depuis 1778, la France rappelait ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Emmanuel Macron parlait de coups de poignard dans le dos. Jean-Yves Le Drian évoquait une trahison et toute la classe politique française de l'extrême gauche à l'extrême droite dénonçait unanimement cette félonie anglo-saxonne. Mais ce qui avait le plus choqué Paris, c'était l'attitude du Royaume-Uni. Alors que Boris Johnson se félicitait publiquement de ce Global Britain, triomphant, les services français découvraient progressivement l'ampleur du rôle britannique dans cette opération. Loin d'être un simple partenaire junior des États-Unis, Londres avait été l'architecte secret de cette alliance, poussant Washington à écarter la France pour recréer un bloc anglo-saxon dominant dans le Pacifique. Les documents confidentiels obtenus par les services français révélaient une vérité dérangeante. Dès 2020, le Military Intelligence Section 6 britannique avait identifié le contrat franco-australien comme un obstacle à l'influence britannique dans la zone Indo-Pacifique.
Une note secrète du Foreign Office révélée plus tard par le Canard enchaîné était explicite. La prééminence française en matière de défense navale en Australie compromet nos objectifs post-Brexit dans la région. Il faut agir pour inverser cette tendance. Cette révélation avait fait l'effet d'une bombe à l'Élysée. Non seulement les Britanniques n'avaient pas prévenu leurs partenaires français, mais ils avaient activement comploté pour les évincer d'un marché stratégique. C'est de l'espionnage économique déguisé en alliance militaire, avait tempêté un conseiller de Macron. 18 mois après cette trahison, les relations franco-britanniques ne s'étaient jamais vraiment remises de ce traumatisme. Starmer, arrivé au pouvoir avec la promesse d'améliorer les relations avec l'Europe, avait bien tenté quelques gestes d'apaisement, mais sur le fond, il maintenait intégralement la politique de son prédécesseur. L'AUKUS était vital pour la sécurité occidentale et la France devait comprendre les enjeux géostratégiques du 21e siècle. C'est donc dans ce contexte explosif que Starmer avait décidé d'aborder frontalement le sujet lors du groupe des 7 d'Hiroshima, espérant obtenir un ralliement international à la position britannique. Erreur stratégique majeure, il venait de donner à l'écornu l'occasion qu'il attendait depuis 18 mois pour régler ses comptes avec Londres, car le Premier ministre français avait préparé méticuleusement cette confrontation. Pendant des semaines, les services de Matignon avaient compilé un dossier explosif sur les véritables enjeux de l'AUKUS et les mensonges britanniques. L'objectif était clair, non seulement dénoncer la trahison de 2021, mais révéler devant la communauté internationale l'hypocrisie fondamentale de la Global Britain post-Brexit. Dans les bureaux feutrés de la Direction générale de la sécurité avenue de Tourville, une cellule spécialisée avait passé au crible tous les documents disponibles sur l'OCOS. Bernard Bajolet, ancien directeur des services secrets français, avait personnellement supervisé cette enquête explosive. Monsieur le Premier ministre, avait-il expliqué à Lecornu lors d'une réunion ultra confidentielle, nous avons les preuves que Londres a délibérément saboté les intérêts français pour ses propres ambitions géopolitiques. C'est un acte d'hostilité déguisé en partenariat. Le dossier était accablant. Les services français avaient identifié au moins 15 réunions secrètes entre responsables britanniques, américains et australiens entre janvier et septembre 2021. Tout s'était organisé à l'insu de Paris malgré les accords de coopération. Plus grave encore, plusieurs de ces réunions s'étaient tenues pendant des sommets internationaux où les Français croyaient négocier en toute confiance avec leurs partenaires. Un exemple particulièrement choquant lors du sommet du groupe des 7, alors que Macron déjeunait avec Johnson et discutait de coopération européenne des conseillers britanniques, rencontraient secrètement leurs homologues australiens dans une autre pièce du même hôtel pour finaliser les détails de l'éviction française. C'est de la félonie à l'état pur, avait commenté un diplomate français. Mais le plus révoltant était encore à venir. L'enquête française avait révélé que plusieurs entreprises britanniques, notamment B-System et Rolls-Royce, avaient commencé à préparer leur participation au programme australien dès le début de l'année 2020, et soit 8 mois avant l'annonce officielle. Ces entreprises savaient donc que leurs concurrentes françaises allaient être évincées, mais avaient gardé le secret pour préserver l'effet de surprise. C'est de la concurrence déloyale organisée par l'État britannique, avait analysé Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, en découvrant ces révélations. Ils ont utilisé leur alliance militaire pour éliminer nos entreprises d'un marché légitime. C'est contraire à tous les accords commerciaux internationaux. Ces découvertes avaient renforcé la détermination de Lecornu à obtenir des comptes de Londres. Le Premier ministre français était décidé à utiliser la tribune du groupe des 7 pour révéler publiquement l'ampleur de la trahison britannique et exiger des réparations pour les entreprises françaises lésées. La préparation de cette confrontation avait été d'une minutie extraordinaire. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et témoin direct de la crise AUKUS, avait fourni tous les détails de la découverte de la trahison. Sébastien, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement un contrat perdu. C'est de la confiance dans l'alliance occidentale qui a été brisée. Si nos plus proches alliés nous poignardent dans le dos, que vaut encore notre parole? Cette dimension existentielle de la crise avait marqué Lecornu. Il ne s'agissait plus seulement de défendre les intérêts économiques français, mais de restaurer la crédibilité de la France comme puissance respectée par ses alliés. Starmer va découvrir que trahir la France a un prix, avait-il confié à ses conseillers. Le jour J, à 15h30 précise dans la salle plénière du sommet du groupe des 7 à Hiroshima,
Starmer monta à la tribune avec cette assurance britannique qui caractérisait la diplomatie de Londres depuis des siècles. Vêtu d'un costume gris anthracite impeccable arborant sa cravate rouge travailliste, il incarnait cette nouvelle génération de leaders britanniques qui voulaient réconcilier les ambitions post-Brexit avec les réalités géopolitiques contemporaines. Mesdames et messieurs, les dirigeants du groupe des 7, commença-t-il avec cette diction d'Oxford qui restait la marque de fabrique de l'assise britannique, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet crucial pour notre sécurité collective, l'Alliance et son rôle dans la défense des valeurs démocratiques face aux défis du 21e siècle. Alternant références géostratégiques et appel à la solidarité occidentale, Starmer développait sa thèse. Face à la montée de la puissance chinoise dans le Pacifique, les démocraties occidentales devaient adapter leurs alliances et leurs outils de défense, même si cela impliquait des choix difficiles et des partenariats renouvelés. L'Alliance AUKUS, expliquait-il avec conviction, n'est pas dirigée contre nos autres partenaires, mais pour la défense de nos valeurs communes. Elle représente le summum de la coopération technologique entre démocraties, le partage des innovations les plus avancées au service de la paix mondiale. Puis vint la justification qui allait déclencher la fureur française. Nous comprenons que nos partenaires français aient pu être déçus par l'évolution de la situation australienne. Mais la géopolitique moderne exige parfois des décisions rapides et confidentielles. L'important n'est pas qui fournit les équipements, mais que les démocraties restent unies face aux autocraties. Cette minimisation de la déception française était calculée pour irriter, mais Starmer ne s'arrêta pas. Porté par sa propre logique, il poussa le bouchon encore plus loin. La France reste notre partenaire privilégié en Europe, mais dans le Pacifique, d'autres alliances sont plus appropriées. Chaque nation doit accepter que sa zone d'influence naturelle ait des limites géographiques et stratégiques. Cette dernière phrase était une gifle monumentale. Starmer venait d'expliquer publiquement que la France devait rester cantonnée à l'Europe et accepter que le Pacifique soit une chasse gardée anglo-saxonne. Dans l'assistance, plusieurs dirigeants échangèrent des regards inquiets. Le premier ministre britannique venait de franchir une ligne rouge diplomatique, mais il n'en avait pas terminé. Encouragé par le silence de l'Assemblée qu'il interprétait comme une approbation, Starmer poussa sa logique jusqu'au bout. Le pacte AUKUS prouve que le Brexit n'a pas isolé le Royaume-Uni. Au contraire, il nous a libérés des contraintes européennes pour nouer des partenariats stratégiques plus ambitieux avec nos alliés naturels anglophones. Cette fois, c'était une déclaration de guerre à l'Union européenne tout entière. Starmer venait d'expliquer que Londres considérait l'Europe comme un handicap et préférait ses alliés naturels outre-Atlantique et outre-Pacifique. Dans la délégation française, les visages se fermaient. Le cornu lui prenait des notes avec un calme inquiétant. Starmer termina son intervention par un appel à la compréhension. « J'espère que nos partenaires français sauront dépasser leurs déceptions légitimes pour rejoindre cette vision commune de la sécurité occidentale. L'histoire jugera nos choix d'aujourd'hui. » Les applaudissements qui suivirent furent polis mais réservés. Seuls les représentants américains et australiens manifestèrent un enthousiasme visible. L'atmosphère était tendue et tous les regards se tournèrent vers le cornu. Quand il demanda la parole, le premier ministre français se leva avec cette élégance martiale qui caractérisait l'ancienne génération militaire française. Il monta à la tribune sans hâte et fixa Starmer droit dans les yeux avant de prononcer les mots qui allaient entrer dans l'histoire de la diplomatie occidentale. « Monsieur le Premier ministre Starmer », commença-t-il d'une voix posée mais tranchante comme une lame, « je vous remercie pour cette leçon de géopolitique. Permettez-moi maintenant de vous donner une leçon sur ce que signifie réellement le mot « alliance entre nations civiles ». L'attaque était immédiate et personnelle. Le cornu sortit un dossier noir de sa serviette et commença méthodiquement à égrener des faits que personne dans l'assistance n'avait anticipés. Vous parlez de décisions rapides et confidentielles. Permettez-moi de vous rappeler chronologiquement comment vous avez organisé cette trahison. Le mot était lâché, trahison. Dans l'assistance, c'était la stupéfaction. Janvier 2020 et une première réunion secrète entre vos services et Washington pour évincer la France du contrat australien. Mars 2021, vos entreprises B-Systems et Rolls-Royce commencent à préparer leurs offres australiennes. Juin 2021, pendant que le président Macron déjeune avec Boris Johnson au groupe des 7 de Cornouailles, vos conseillers rencontrent secrètement les Australiens dans l'hôtel d'à côté. Chaque révélation était un coup de massue. Starmer tentait d'intervenir. « Monsieur le Premier ministre, ces allégations… »
Mais le cornu l'interrompit sèchement. « Ce ne sont pas des allégations, Monsieur Starmer, ce sont des faits documentés par nos services de renseignement. » Et il continua son démontage systématique. Septembre 2020, et vous annoncez l'AUKUS sans même prévenir votre partenaire français. Nous l'apprenons par la presse. 65 milliards d'euros de contrats perdus, 4000 emplois supprimés, 10 ans de coopération anéantis. Et vous appelez cela de la géopolitique moderne. La salle était maintenant suspendue aux lèvres de Le Cornu. Starmer, visiblement déstabilisé, tentait de reprendre la main. L'important, c'est l'unité occidentale face à la Chine. L'unité, l'interrompit brutalement Le Cornu. Quelle unité peut-il y avoir quand on poignarde ses alliés dans le dos? Vous avez utilisé les renseignements obtenus pour saboter nos propositions. Ce n'est plus de la concurrence, c'est de l'espionnage économique. Cette accusation d'espionnage entre alliés fit l'effet d'un coup de tonnerre. Starmer nia vigoureusement. C'est absolument faux vrai, répliqua Le Cornu en sortant un document. Voici un rapport du Government Communications Headquarters daté de mai 2020 et analysant nos propositions techniques. Comment l'avez-vous obtenu sinon par espionnage? La situation devenait dramatique pour Starmer, mais Le Cornu n'avait pas terminé sa démonstration. Il sortit un autre dossier et attaqua sur le terrain économique. Vous parlez d'alliances naturelles, parlons chiffres. Le commerce franco-britannique, 67 milliards d'euros par an. Le commerce anglo-australien, 13. Vous sacrifiez un partenaire commercial majeur pour des alliés marginaux. C'est de la géopolitique ou de l'incompétence. Ces statistiques implacables montraient l'absurdité économique de la politique britannique, mais Le Cornu voulait aller plus loin, toucher au cœur de l'orgueil britannique. Et puis, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous rappeler quelques vérités historiques que vous semblez avoir oubliées. Sa voix se fit plus grave, plus solennelle. Quand Hitler bombardait Londres qui était à vos côtés, la France libre du général de Gaulle. Quand vous vous battiez en Normandie qui débarquait avec vous, l'armée française. Quand vous défendiez les Malouines qui vous a soutenu à l'ONU la France. Chaque exemple historique était un rappel cinglant de la solidarité française. L'assistance composée de dirigeants qui connaissaient de leur histoire était visiblement émue par ces évocations. « Et comment nous remerciez-vous » continua Le Cornu. « En nous espionnant, en nous trahissant, en nous excluant de vos alliances naturelles. Monsieur Starmer, si c'est cela l'amitié britannique, nous préférons vos ennemis. » Cette phrase cinglante fit mouche. Dans la salle, plusieurs dirigeants ne purent réprimer un sourire. Starmer livide tentait une dernière défense. Les enjeux du Pacifique, parlons-en des enjeux du Pacifique, le coupa Le Cornu. La France a des territoires dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. 2 millions de citoyens français vivent dans cette région. Et vous osez nous dire que nous n'avons pas notre place dans la sécurité du Pacifique, Monsieur Starmer. Révisez votre géographie avant de donner des leçons de géopolitique. Cette leçon de géographie était humiliante pour Starmer qui découvrait que son argumentation s'effondrait face aux faits. Mais Le Cornu réservait le meilleur pour la fin. Mais le plus grave, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous avez détruit la confiance entre nous. Comment voulez-vous que nous coopérions désormais avec des partenaires qui nous mentent, nous espionnent et nous trahissent au premier intérêt personnel? Et puis vint de la conclusion qui restera dans les mémoires, AUKUS n'est pas une alliance, Monsieur Starmer. C'est un club d'anciens colons anglophones qui refusent de traiter la France d'égal à égal. Mais sachez une chose, la France ne mendira plus jamais l'amitié britannique. Vous avez choisi vos alliés, nous choisirons les nôtres. Le silence qui suivit était assourdissant. Starmer, pour la première fois de sa carrière politique, semblait avoir perdu sa prestance habituelle. Il tenta bien quelques mots sur l'importance du dialogue, mais sa voix manquait de conviction. L'onde de choc fut immédiate et planétaire. En quelques heures, les extraits de l'échange Le Cornu Starmer faisaient le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'information mondiales. Le Cornu Starmer devint une tendance mondiale divisant l'opinion entre ceux qui applaudissaient de la fermeté française et ceux qui dénonçaient une crise de l'Alliance occidentale. Au Royaume-Uni, la réaction fut explosive et révélatrice. Il n'a fallu que 7 petites minutes, mais quelles minutes, pour plonger la France et le Royaume-Uni dans leur pire affrontement diplomatique depuis Suez 1956. Un séisme politique qui fit vaciller les fondations mêmes de l'unité occidentale. Tout juste sorti de son discours enflammé, Starmer s'était appliqué à vanter l'importance capitale du pacte trilatéral liant Londres, Washington et Canberra.
Avec un calme presque provoquant, il balayait d'un revers de main ce qu'il qualifiait de réaction française, certes compréhensible mais outrageusement dramatisée. À ses yeux, une émotion déplacée pour ce que Paris considérait comme un coup bas historique de ses alliés. Il regardait Sébastien Lecornu avec cette assurance britannique traditionnelle et ce flegme diplomatique qui avait fait la réputation de Whitehall, convaincu d'avoir présenté une justification imparable de la politique étrangère britannique post-Brexit. Dans la salle de conférence climatisée du sommet du groupe des 7 à Hiroshima, l'atmosphère était lourde de cette tension particulière qui précède les grandes ruptures diplomatiques. Cette fois, ce n'était pas un simple désaccord technique sur le commerce ou l'immigration, c'était une confrontation frontale entre deux visions de l'Alliance occidentale. D'un côté, la conception anglo-saxonne incarnée par Starmer privilégiant les liens historiques et linguistiques entre Londres, Washington et Canberra. Il n'a fallu que 7 petites minutes, mais quelles minutes, pour plonger la France et le Royaume-Uni dans leur pire affrontement diplomatique depuis Suez 1956. Un séisme politique qui fit vaciller les fondations mêmes de l'unité occidentale. Tout juste sorti de son discours enflammé, Starmer s'était appliqué à vanter l'importance capitale du pacte trilatéral liant Londres, Washington et Canberra. Avec un calme presque provoquant, il balayait d'un revers de main ce qu'il qualifiait de réaction française, certes compréhensible mais outrageusement dramatisée. À ses yeux, une émotion déplacée pour ce que Paris considérait comme un coup bas historique de ses alliés. Il regardait Sébastien Lecornu avec cette assurance britannique traditionnelle et ce flegme diplomatique qui avait fait la réputation de Whitehall, convaincu d'avoir présenté une justification imparable de la politique étrangère britannique post-Brexit. Dans la salle de conférence climatisée du sommet du groupe des 7 à Hiroshima, l'atmosphère était lourde de cette tension particulière qui précède les grandes ruptures diplomatiques. Cette fois, ce n'était pas un simple désaccord technique sur le commerce ou l'immigration, c'était une confrontation frontale entre deux visions de l'Alliance occidentale. D'un côté, la conception anglo-saxonne incarnée par Starmer privilégiant les liens historiques et linguistiques entre Londres, Washington et Canberra au détriment des partenaires européens. De l'autre, la vision française portée par Lecornu exigeant le respect des engagements pris et la loyauté entre alliés traditionnels. Mais quelque chose dans l'attitude de Lecornu aurait dû alerter le Premier ministre britannique, une froideur glaciale, une tension contenue qui contrastait avec la diplomatie habituelle des relations franco-britanniques. Car derrière cette justification apparemment technique de l'AUKUS se cachait une réalité que Starmer refusait d'admettre, la France n'avait pas seulement perdu un contrat. Elle avait découvert que ses plus anciens alliés étaient incapables de la trahir dans son dos pour leurs propres intérêts géopolitiques. Ce qui allait se passer ensuite choquerait le monde occidental, diviserait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et marquerait peut-être le début de la fin de l'alliance spéciale entre Londres et Paris. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer cette assemblée des dirigeants des 7 plus grandes puissances mondiales, il faut remonter au jour où la France découvrit dans les médias internationaux que ses plus proches alliés venaient de lui planter un poignard dans le dos avec une précision chirurgicale. Ce jour-là, Naval Group, le fleuron de l'industrie navale française, travaillait sereinement sur le contrat du siècle, la livraison de 12 sous-marins conventionnels à l'Australie pour un montant de 35 milliards d'euros. Un projet titanesque qui devait faire travailler les chantiers navals français pendant 30 ans, employait 4000 ingénieurs et techniciens et positionnait la France comme un acteur majeur de la défense dans la zone Indo-Pacifique face à la montée de la puissance chinoise. À 20h45 de Paris, Florence Parly, alors ministre française des Armées, recevait un appel glacial du ministre australien de la Défense. L'Australie annulait unilatéralement le contrat français pour signer un accord secret avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Non seulement l'Australie renonçait aux sous-marins français, mais elle allait acquérir une technologie nucléaire ultra-secrète que Washington ne partageait qu'avec Londres depuis. Madame la ministre, avait déclaré son homologue australien avec un embarras palpable, nous avons pris la décision de nous orienter vers une solution technologique différente. Cette décision n'a rien de personnel contre la France. Rien de personnel, c'est 35 milliards d'euros et 10 ans de coopération balayés d'un revers de main au profit d'une alliance secrète négociée depuis des mois dans le plus grand secret entre Washington, Londres et Canberra. La réaction française fut immédiate et historique. Pour la première fois depuis 1778,
la France rappelait ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Emmanuel Macron parlait de coups de poignard dans le dos. Jean-Yves Le Drian évoquait une trahison et toute la classe politique française de l'extrême gauche à l'extrême droite dénonçait unanimement cette félonie anglo-saxonne. Mais ce qui avait le plus choqué Paris, c'était l'attitude du Royaume-Uni. Alors que Boris Johnson se félicitait publiquement de ce Global Britain, triomphant, les services français découvraient progressivement l'ampleur du rôle britannique dans cette opération. Loin d'être un simple partenaire junior des États-Unis, Londres avait été l'architecte secret de cette alliance, poussant Washington à écarter la France pour recréer un bloc anglo-saxon dominant dans le Pacifique. Les documents confidentiels obtenus par les services français révélaient une vérité dérangeante. Dès 2020, le Military Intelligence Section 6 britannique avait identifié le contrat franco-australien comme un obstacle à l'influence britannique dans la zone Indo-Pacifique. Une note secrète du Foreign Office révélée plus tard par le Canard enchaîné était explicite. La prééminence française en matière de défense navale en Australie compromet nos objectifs post-Brexit dans la région. Il faut agir pour inverser cette tendance. Cette révélation avait fait l'effet d'une bombe à l'Élysée. Non seulement les Britanniques n'avaient pas prévenu leurs partenaires français, mais ils avaient activement comploté pour les évincer d'un marché stratégique. C'est de l'espionnage économique déguisé en alliance militaire, avait tempêté un conseiller de Macron. 18 mois après cette trahison, les relations franco-britanniques ne s'étaient jamais vraiment remises de ce traumatisme. Starmer, arrivé au pouvoir avec la promesse d'améliorer les relations avec l'Europe, avait bien tenté quelques gestes d'apaisement, mais sur le fond, il maintenait intégralement la politique de son prédécesseur. L'AUKUS était vital pour la sécurité occidentale et la France devait comprendre les enjeux géostratégiques du 21e siècle. C'est donc dans ce contexte explosif que Starmer avait décidé d'aborder frontalement le sujet lors du groupe des 7 d'Hiroshima, espérant obtenir un ralliement international à la position britannique. Erreur stratégique majeure, il venait de donner à l'écornu l'occasion qu'il attendait depuis 18 mois pour régler ses comptes avec Londres, car le Premier ministre français avait préparé méticuleusement cette confrontation. Pendant des semaines, les services de Matignon avaient compilé un dossier explosif sur les véritables enjeux de l'AUKUS et les mensonges britanniques. L'objectif était clair, non seulement dénoncer la trahison de 2021, mais révéler devant la communauté internationale l'hypocrisie fondamentale de la Global Britain post-Brexit. Dans les bureaux feutrés de la Direction générale de la sécurité avenue de Tourville, une cellule spécialisée avait passé au crible tous les documents disponibles sur l'AUKUS. Bernard Bajolet, ancien directeur des services secrets français, avait personnellement supervisé cette enquête explosive. Monsieur le Premier ministre, avait-il expliqué à Lecornu lors d'une réunion ultra confidentielle, nous avons les preuves que Londres a délibérément saboté les intérêts français pour ses propres ambitions géopolitiques. C'est un acte d'hostilité déguisé en partenariat. Le dossier était accablant. Les services français avaient identifié au moins 15 réunions secrètes entre responsables britanniques, américains et australiens entre janvier et septembre 2021. Tout s'était organisé à l'insu de Paris malgré les accords de coopération. Plus grave encore, plusieurs de ces réunions s'étaient tenues pendant des sommets internationaux où les Français croyaient négocier en toute confiance avec leurs partenaires. Un exemple particulièrement choquant lors du sommet du groupe des 7, alors que Macron déjeunait avec Johnson et discutait de coopération européenne des conseillers britanniques, rencontraient secrètement leurs homologues australiens dans une autre pièce du même hôtel pour finaliser les détails de l'éviction française. C'est de la félonie à l'état pur, avait commenté un diplomate français. Mais le plus révoltant était encore à venir. L'enquête française avait révélé que plusieurs entreprises britanniques, notamment B-System et Rolls-Royce, avaient commencé à préparer leur participation au programme australien dès le début de l'année 2020, et soit 8 mois avant l'annonce officielle. Ces entreprises savaient donc que leurs concurrentes françaises allaient être évincées, mais avaient gardé le secret pour préserver l'effet de surprise. C'est de la concurrence déloyale organisée par l'État britannique, avait analysé Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, en découvrant ces révélations. Ils ont utilisé leur alliance militaire pour éliminer nos entreprises d'un marché légitime. C'est contraire à tous les accords commerciaux internationaux. Ces découvertes avaient renforcé la détermination de Lecornu à obtenir des comptes de Londres.
Le Premier ministre français était décidé à utiliser la tribune du groupe des Sept pour révéler publiquement l'ampleur de la trahison britannique et exiger des réparations pour les entreprises françaises lésées. La préparation de cette confrontation avait été d'une minutie extraordinaire. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et témoin direct de la crise AUKUS, avait fourni tous les détails de la découverte de la trahison. Sébastien, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement un contrat perdu. C'est de la confiance dans l'Alliance occidentale qui a été brisée. Si nos plus proches alliés nous poignardent dans le dos, que vaut encore notre parole? Cette dimension existentielle de la crise avait marqué le Cornu. Il ne s'agissait plus seulement de défendre les intérêts économiques français, mais de restaurer la crédibilité de la France comme puissance respectée par ses alliés. Starmer va découvrir que trahir la France a un prix, avait-il confié à ses conseillers. Le jour J, à 15h30 précise dans la salle plénière du sommet du groupe des Sept à Hiroshima, Starmer monta à la tribune avec cette assurance britannique qui caractérisait la diplomatie de Londres depuis des siècles. Vêtu d'un costume gris anthracite impeccable arborant sa cravate rouge travailliste, il incarnait cette nouvelle génération de leaders britanniques qui voulaient réconcilier les ambitions post-Brexit avec les réalités géopolitiques contemporaines. Mesdames et messieurs, les dirigeants du groupe des Sept, commença-t-il avec cette diction d'Oxford qui restait la marque de fabrique de l'assise britannique, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet crucial pour notre sécurité collective, l'Alliance et son rôle dans la défense des valeurs démocratiques face aux défis du XXIe siècle. Alternant références géostratégiques et appel à la solidarité occidentale, Starmer développait sa thèse. Face à la montée de la puissance chinoise dans le Pacifique, les démocraties occidentales devaient adapter leurs alliances et leurs outils de défense, même si cela impliquait des choix difficiles et des partenariats renouvelés. L'alliance AUKUS, expliquait-il avec conviction, n'est pas dirigée contre nos autres partenaires, mais pour la défense de nos valeurs communes. Elle représente le summum de la coopération technologique entre démocraties, le partage des innovations les plus avancées au service de la paix mondiale. Puis vint la justification qui allait déclencher la fureur française. Nous comprenons que nos partenaires français aient pu être déçus par l'évolution de la situation australienne. Mais la géopolitique moderne exige parfois des décisions rapides et confidentielles. L'important n'est pas qui fournit les équipements, mais que les démocraties restent unies face aux autocraties. Cette minimisation de la déception française était calculée pour irriter, mais Starmer ne s'arrêta pas. Porté par sa propre logique, il poussa le bouchon encore plus loin. La France reste notre partenaire privilégié en Europe, mais dans le Pacifique, d'autres alliances sont plus appropriées. Chaque nation doit accepter que sa zone d'influence naturelle ait des limites géographiques et stratégiques. Cette dernière phrase était une gifle monumentale. Starmer venait d'expliquer publiquement que la France devait rester cantonnée à l'Europe et accepter que le Pacifique soit une chasse gardée anglo-saxonne. Dans l'assistance, plusieurs dirigeants échangèrent des regards inquiets. Le Premier ministre britannique venait de franchir une ligne rouge diplomatique, mais il n'en avait pas terminé. Encouragé par le silence de l'Assemblée qu'il interprétait comme une approbation, Starmer poussa sa logique jusqu'au bout. Le pacte AUKUS prouve que le Brexit n'a pas isolé le Royaume-Uni. Au contraire, il nous a libérés des contraintes européennes pour nouer des partenariats stratégiques plus ambitieux avec nos alliés naturels anglophones. Cette fois, c'était une déclaration de guerre à l'Union européenne tout entière. Starmer venait d'expliquer que Londres considérait l'Europe comme un handicap et préférait ses alliés naturels outre-Atlantique et outre-Pacifique. Dans la délégation française, les visages se fermaient. Le Cornu lui prenait des notes avec un calme inquiétant. Starmer termina son intervention par un appel à la compréhension. « J'espère que nos partenaires français sauront dépasser leur déception légitime pour rejoindre cette vision commune de la sécurité occidentale. L'histoire jugera nos choix d'aujourd'hui. » Les applaudissements qui suivirent furent polis mais réservés. Seuls les représentants américains et australiens manifestèrent un enthousiasme visible. L'atmosphère était tendue et tous les regards se tournèrent vers Le Cornu. Quand il demanda la parole, le Premier ministre français se leva avec cette élégance martiale qui caractérisait l'ancienne génération militaire française. Il monta à la tribune sans hâte et fixa Starmer droit dans les yeux avant de prononcer les mots qui allaient entrer dans l'histoire de la diplomatie occidentale. « Monsieur le Premier ministre Starmer », commença-t-il d'une voix posée mais tranchante comme une lame, « je vous remercie pour cette leçon de géopolitique,
Permettez-moi maintenant de vous donner une leçon sur ce que signifie réellement le mot alliance entre nations civiles. L'attaque était immédiate et personnelle. Le cornu sortit un dossier noir de sa serviette et commença méthodiquement à égrener des faits que personne dans l'assistance n'avait anticipés. Vous parlez de décisions rapides et confidentielles. Permettez-moi de vous rappeler chronologiquement comment vous avez organisé cette trahison. Le mot était lâché, trahison. Dans l'assistance, c'était la stupéfaction. Janvier 2020 et une première réunion secrète entre vos services et Washington pour évincer la France du contrat australien. Mars 2021, vos entreprises B-Systems et Rolls-Royce commencent à préparer leurs offres australiennes. Juin 2021, pendant que le président Macron déjeune avec Boris Johnson au groupe des 7 de Cornouailles, vos conseillers rencontrent secrètement les Australiens dans l'hôtel d'à côté. Chaque révélation était un coup de massue. Starmer tentait d'intervenir. « Monsieur le Premier ministre, ces allégations… » Mais le cornu l'interrompit sèchement. « Ce ne sont pas des allégations, Monsieur Starmer, ce sont des faits documentés par nos services de renseignement. » Et il continua son démontage systématique. Septembre 2021, vous annoncez l'AUKUS sans même prévenir votre partenaire français. Nous l'apprenons par la presse. 65 milliards d'euros de contrats perdus, 4000 emplois supprimés, 10 ans de coopération anéantis. Et vous appelez cela de la géopolitique moderne. La salle était maintenant suspendue aux lèvres de Le Cornu. Starmer, visiblement déstabilisé, tentait de reprendre la main. L'important, c'est l'unité occidentale face à la Chine. L'unité, l'interrompit brutalement Le Cornu. Quelle unité peut-il y avoir quand on poignarde ses alliés dans le dos? Vous avez utilisé les renseignements obtenus pour saboter nos propositions. Ce n'est plus de la concurrence, c'est de l'espionnage économique. Cette accusation d'espionnage entre alliés fit l'effet d'un coup de tonnerre. Starmer nia vigoureusement. C'est absolument faux vrai, répliqua Le Cornu en sortant un document. Voici un rapport du Government Communications Headquarters daté de mai 2021, analysant nos propositions techniques. Comment l'avez-vous obtenu sinon par espionnage? La situation devenait dramatique pour Starmer, mais Le Cornu n'avait pas terminé sa démonstration. Il sortit un autre dossier et attaqua sur le terrain économique. Vous parlez d'alliance naturelle, parlons chiffres. Le commerce franco-britannique, 67 milliards d'euros par an. Le commerce anglo-australien, 13. Vous sacrifiez un partenaire commercial majeur pour des alliés marginaux. C'est de la géopolitique ou de l'incompétence. Ces statistiques implacables montraient l'absurdité économique de la politique britannique, mais Le Cornu voulait aller plus loin, toucher au cœur de l'orgueil britannique. Et puis, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous rappeler quelques vérités historiques que vous semblez avoir oubliées. Sa voix se fit plus grave, plus solennelle. Quand Hitler bombardait Londres qui était à vos côtés, la France libre du général de Gaulle. Quand vous vous battiez en Normandie qui débarquait avec vous, l'armée française. Quand vous défendiez les Malouines qui vous a soutenu à l'ONU la France. Chaque exemple historique était un rappel cinglant de la solidarité française. L'assistance composée de dirigeants qui connaissaient de leur histoire était visiblement émue par ces évocations. « Et comment nous remerciez-vous » continua Le Cornu. « En nous espionnant, en nous trahissant, en nous excluant de vos alliances naturelles. Monsieur Starmer, si c'est cela l'amitié britannique, nous préférons vos ennemis. » Cette phrase cinglante fit mouche. Dans la salle, plusieurs dirigeants ne purent réprimer un sourire. Starmer livide tentait une dernière défense. Les enjeux du Pacifique, parlons-en des enjeux du Pacifique, le coupa, Le Cornu. La France a des territoires dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. 2 millions de citoyens français vivent dans cette région. Et vous osez nous dire que nous n'avons pas notre place dans la sécurité du Pacifique, Monsieur Starmer. Révisez votre géographie avant de donner des leçons de géopolitique. Cette leçon de géographie était humiliante pour Starmer qui découvrait que son argumentation s'effondrait face aux faits. Mais Le Cornu réservait le meilleur pour la fin. Mais le plus grave, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous avez détruit la confiance entre nous. Comment voulez-vous que nous coopérions désormais avec des partenaires qui nous mentent, nous espionnent et nous trahissent au premier intérêt personnel? Et puis vint de la conclusion qui restera dans les mémoires, AUKUS n'est pas une alliance, Monsieur Starmer. C'est un club d'anciens colons anglophones qui refusent de traiter la France d'égal à égal. Mais sachez une chose, la France ne mendira plus jamais l'amitié britannique. Vous avez choisi vos alliés, nous choisirons les nôtres. Le silence qui suivit était assourdissant.
Starmer, pour la première fois de sa carrière politique, semblait avoir perdu sa prestance habituelle. Il tenta bien quelques mots sur l'importance du dialogue, mais sa voix manquait de conviction. L'onde de choc fut immédiate et planétaire. En quelques heures, les extraits de l'échange « Le cornu Starmer » faisaient le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'information mondiales. Le cornu Starmer devint une tendance mondiale divisant l'opinion entre ceux qui applaudissaient de la fermeté française et ceux qui dénonçaient une crise de l'Alliance occidentale. Au Royaume-Uni, la réaction fut explosive et révélatrice.